Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce jeudi, nous allons parler dans le décryptage de l'actualité. Pour commencer, du Mali, IBK accuse l'imam Dicko de vouloir instaurer un État islamique. Le président malien est-il en train de diaboliser l'imam Mahmoud Dicko à l'occasion du sommet de la CEDEAO sur la crise qui sévit dans son pays? Le président malien a affirmé que l'imam Mahmoud Dicko ne désire rien de moins que d'instaurer au Mali un État islamique. Pourtant, ce dernier a affirmé récemment dans la presse, c'est-à-dire l'imam Dicko, que Ibrahim Boubacar Keïta reste toujours son frère. Nous allons tenter de comprendre un peu ses propos avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Quels étaient les propos véritables tenus par IBK à propos de Dicko? Il va être difficile de dire quels étaient les propos véritables puisque c'est le correspondant d'une radio internationale française au Niger, Moussa Kaka, qui a donné l'information. Et après, au niveau de la page Facebook du président IBK, il y a un démenti qui est là-bas disant que c'est des propos fantaisistes. Mais bon, tout le monde connaît comment ça fonctionne. Moussa Kaka n'est pas n'importe quel journaliste. Il a dû recevoir certainement des indiscrétions. Mais après avoir livré ces indiscrétions, bon, on a vu également le potentiel explosif contenu dans ces indiscrétions. Peut-être raison pour laquelle le président malien n'a pas voulu accepter la paternité des propos qu'on a dit qu'il a tenus. Et dans ces propos, c'est clair, l'imam Dicko a été, à la limite, je ne sais pas comment il faut le dire, traité de tous les noms pour que personne ne puisse être d'accord avec cette personne-là. Dire qu'il y a un coup d'État rampant, puisque ça fait partie des expressions qui ont été utilisées. Donc on l'accuse de vouloir faire un coup d'État, parce qu'on parle de coup d'État rampant, c'est ce que ça signifie, un coup d'État qui vient. On dit qu'il veut instaurer un État islamique au niveau du Mali. Bon, toutes ces accusations ont pour but de faire en sorte que son image en particulier puisse être écornée, pour ne pas parler de diabolisation. Mais il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que c'était une bulle pour sonder? Si c'est le cas, ça n'a pas marché. Est-ce que c'était pour faire du dénigrement? Ça n'a pas marché, parce que quand un imam s'intéresse à des questions de la religion, ça augmente son aura au lieu de diminuer son aura. Et contrairement à ce qui se passe ailleurs, les Maliens n'ont pas peur de l'islam, si ailleurs les gens ont peur de l'islam. Justement, on s'imagine bien que ces propos qu'on attribue à IBK, il est impossible qu'il les tienne publiquement. Non, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'indiscrétion. Mais tout le monde connaît comment les journalistes travaillent. Ils travaillent en on, on arrive sur les gens, c'est clair. Ils travaillent en off également. Ils discutent avec les gens. De la même manière qu'on a vu régulièrement dans nos pays qu'on nous dise dans tel conseil des ministres, tel ministre a dit ça, tel autre ministre a répondu cela. Et l'information vient de quelque part où, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, le problème, c'est de pouvoir accepter l'information quand elle est devenue publique. Tant qu'elle était discrète, ça pose pas de problème, mais quand elle est devenue publique, ça pose problème, parce qu'en ce moment, le président qui dit à Dicko, viens, on va collaborer ensemble, viens, on va gérer ensemble, puisque c'était ça le discours du président malien de façon officielle. Il avait un discours d'apaisement. Si de l'autre côté, on part, on tire à boulet rouge sur celui à qui on dit, viens, on va travailler ensemble, et l'imam continue à dire que c'est son frère, il n'a rien contre la personne en tant que telle, il n'est pas d'accord avec sa gouvernance, ben, si on sort ces informations, c'est comme si, à la limite, soit on veut diaboliser l'imam, on veut griller l'imam, ou bien, c'est pourquoi je parlais de sonde, on veut le tenter pour qu'il fasse dans la radicalisation, pour qu'on puisse le mettre dans le lot des terroristes et finir avec lui rapidement. Alors, justement, aujourd'hui, quand on regarde les relations entre IBK et l'imam Mahmoud Dicko, qui, on se rappelle, étaient proches, il n'y a pas si loin que ça, comment est-ce que les deux hommes ont pu arriver politiquement, j'allais dire, à cette inimitié? En fait, ils ont été plus que proches. L'imam Dicko a porté la candidature de IBK lors de son premier mandat. Il l'a soutenu, et à l'époque même, le Haut Conseil islamique du Mali, qu'il dirigeait, a soutenu le candidat président de la République actuelle. Ils l'ont soutenu sur la base d'un certain nombre de principes, puisqu'ils n'avaient pas soutenu la personne. Ils s'attendaient à ce que celui-là puisse régler un certain nombre de choses. Et les problèmes ont commencé même à l'intérieur du mandat,
pour deux raisons. La première raison, la corruption. Il avait promis de faire une lutte contre la corruption. La corruption a commencé très tôt avec lui. Jusqu'à présent, ça fait partie de ce qu'on lui reproche, lui et son entourage, y compris sa propre famille. La deuxième chose, ils ont eu des heurts sur des questions liées à la religion. Rappelez-vous, quand on a tenté de modifier le code de la famille au Mali, le Haut Conseil dirigé par l'imam Dicko à l'époque avait mobilisé les gens au niveau du stade. Le président a été obligé de dire au président de l'Assemblée de mettre de côté ce projet de loi, d'enlever ces parties qui ne plaisaient pas aux gens. C'était la même chose avec certains projets liés à UNICEF, à un certain nombre d'organisations à caractère international. Quand on a voulu introduire l'éducation sexuelle, un certain nombre de choses dans les écoles, etc. Donc, au fil du temps, même si les deux personnes sont restées en contact, les idées étaient devenues particulièrement divergentes, pour ne pas dire qu'à un certain moment, les idées ne pouvaient plus aller ensemble. Et c'est là où l'imam, on se le rappelle, s'en est pris d'abord au Premier ministre. Ils ont fait partir un Premier ministre sur la base des manifestations. Donc on peut dire clairement aujourd'hui qu'à part, j'allais dire, les civilités, le respect que deux personnes peuvent avoir l'une à l'endroit de l'autre, il y a une véritable opposition entre les deux personnes. Est-ce qu'on peut résumer la crise malienne, en tout cas telle qu'elle se présente aujourd'hui, comme étant une crise Ibeka-Dicko? Ah non, ce n'est pas une crise Ibeka-Dicko. En fait, même quand le M5 répond à la CEDEAO, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que la CEDEAO est venue régler la dernière partie de la crise. Parce que quand on regarde la déclaration de la CEDEAO, on demande aux députés de démissionner, on demande de revoir le Conseil constitutionnel, on demande de poursuivre ceux qui ont tué les manifestants, etc. Quand on regarde, c'est comme si la crise est née avec les dernières élections législatives. Alors qu'ils ont fait partir un Premier ministre avant les dernières élections législatives. Le fond du problème, eux, le M5, tout comme l'imam, disent qu'eux, ils veulent sauver le Mali. Et quand ils disent sauver le Mali, c'est lutter contre la corruption, c'est lutter contre l'injustice, c'est lutter contre la pauvreté, c'est faire en sorte qu'on puisse libérer Soumaïla Cissé, qui a été kidnappé très certainement par les terroristes, parce qu'on n'a pas encore d'informations officielles en la matière, etc. Et ils se battent aujourd'hui contre ce qu'ils considèrent comme une mauvaise gouvernance dont Ibeka est le premier responsable. Et c'est pourquoi la revendication est allée chercher carrément le président de la République, puisque dans un premier temps, on avait fait tomber le Premier ministre. Cette fois, ils ont visé carrément le président de la République en demandant sa démission. Donc, ce n'est pas les dernières élections législatives. Les dernières élections législatives ont plutôt rapproché un certain nombre de partis politiques de l'imam Dicko. Parce que dans le mouvement, vous avez l'imam avec son association, vous avez ses partisans, mais vous avez des partis politiques, vous avez des personnes de la société civile qui n'appartiennent à aucun parti politique. Mais l'imam Dicko reste la pièce maîtresse de la contestation et tout porte à croire que si on s'entend avec lui, on maîtrise la contestation. En tout cas, quand on voit que les médiateurs sont allés le voir, quand on voit que les présidents, les premiers 5 présidents qui sont allés l'ont rencontré, quand on voit que l'ancien est devenu nouveau Premier ministre et allé chez lui, il le voit, effectivement, c'est lui la pièce maîtresse. C'est lui la pièce maîtresse. Et je me dis que les gens veulent jouer surtout sur le fait que dans tous ses discours, l'imam Dicko a toujours insisté sur le caractère pacifique de leur lutte. De sorte que même la dernière manifestation, certainement, il avait senti qu'avec les esprits qui étaient particulièrement échauffés, la manifestation allait aboutir à des violences. Il n'était pas présent lors de cette manifestation. Bien qu'après la manifestation, il a dénoncé l'attitude de la police par rapport aux citoyens qui a fini par se traduire par la mort de quelques-uns parmi les manifestants. Je crois que les gens sont en train en même temps aussi de vouloir exploiter cela. Si le Premier ministre est allé le voir, quand il est sorti, le Premier ministre a été très clair. Il a dit qu'il a demandé à l'imam Dicko de faire pression sur les autres pour que les gens acceptent de venir participer au gouvernement d'union nationale qui a été proposé par la CEDEAO. Donc c'est clair que dans ce jeu, il va jouer un rôle extrêmement important. Est-ce que vous pensez que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui est toujours sous son contrôle? La situation est toujours sous son contrôle parce que, en termes de mobilisation, en termes de mot d'ordre, son mot d'ordre passe plus que le mot d'ordre des autres partis. C'est pas pour rien que les partis... Au départ, même tout le monde avait dit que cette alliance ne va aller nulle part parce que
Imam Dicko, on voyait la religion, on voit dedans des gens, c'est des laïcistes purs et durs, la religion, ce n'est pas leur problème. On voit des gens dedans, c'est des partis politiques, c'est des anciens même du pouvoir actuel. Ce qui les intéresse, c'est la conquête du pouvoir, alors qu'Imam Dicko a été très clair. Il dit il ne demande rien, il ne cherche rien du tout. Donc, il n'est pas à la recherche d'argent, il n'est pas à la recherche également d'un poste en tant que tel. Mais malgré tout, il est vraiment la pièce maîtresse au niveau de cette coalition. Raison pour laquelle tout tourne actuellement autour de lui. Mais ce n'est pas évident que ça puisse marcher parce que quand on regarde ce gouvernement de 6 membres qu'on a créé, ben, on dit aux gens, venez, on va s'associer après avoir tout pris. Le Premier ministre, il est du camp du président de la République, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la justice, le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Affaires étrangères. La défense, la sécurité. Ben, il reste quoi? Culture, sport, non, quand même. En fait, c'est un peu ça également le jeu, malheureusement, des politiciens. Et c'est pourquoi, dans la déclaration du M5, ils disent que si c'est ça que la CEDEAO propose, la CEDEAO n'a pas compris la profondeur de la crise malienne. Et le M5 a rejeté totalement les propositions de la CEDEAO. Mais le porte-parole de l'imam Dicko a dit que si on fait une feuille de route et qu'il y ait un accompagnement de la CEDEAO, on pourrait accepter. Et ça, pour ceux qui ont toujours bien suivi, l'imam a toujours eu une position moins radicale que la position d'un certain nombre d'intellectuels et de responsables de partis politiques maliens par rapport à cette situation. Même la première fois, quand on parlait de gouvernement, quand l'imam acceptait, ça avait failli diviser le mouvement parce que certains avaient dit non, départ de IBK ou rien du tout, alors que l'imam pensait que si IBK acceptait de nommer un premier ministre issu de cette mouvance de l'opposition, on devrait pouvoir négocier avec lui. Justement, est-ce que dans l'entourage de l'imam Dicko, il y a eu des réactions à ces propos qu'on a attribués à IBK? Pratiquement, il n'y a pas eu de réaction. Et puis ça se comprend, un religieux, quand on lui jette des cailloux, il va te rappeler que les prophètes, on leur a tout le temps jeté des cailloux et ils étaient des prophètes. Et il n'est pas du genre à se mêler à ces échanges sous forme politicienne. Mais le jour où il parlera, très certainement, il répondra. Parce qu'il a cette intelligence également de pouvoir répondre, même s'il prend du temps pour le faire, pour dire ce qu'il pense par rapport à telle ou telle autre chose. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va passer maintenant à la pause et juste derrière, on reçoit l'invité de ce jour.